Radio-Télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, 27,5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Le groupe de presse Tambara et le foyer Guinan Tambara ont procédé ce 14 mars 2026 à la remise des prix aux lauréates du concours de mémorisation du Saint-Coran qui s'est tenu pendant ce mois de Ramadan. Au total, 45 candidates ont participé à ce concours qui comportait 4 disciplines. Kamil, le Coran entier, Yassine, le quart du Coran, Mujadala et autres. La plus jeune lauréate, une fillette de 5 ans, a remporté la note de 14,50 sur 20. Cette jeune élève a impressionné le jury par sa maîtrise du Coran et sa récitation parfaite. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizur rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Le groupe de presse Tambara a remercié également ses partenaires qui ont soutenu cet événement. Ce concours qui a réuni 45 candidates talentueuses a été un véritable succès et nous sommes ravis de remettre ces prix aux jeunes filles qui ont démontré leur dévotion et leur maîtrise du livre saint. Je voudrais tout d'abord féliciter toutes les participantes pour leur courage et leur détermination et vous avez été toutes un exemple de persévérance et de foi. Nous sommes particulièrement fiers de la jeune lauréate, une fillette de 5 ans qui a remporté la note de 14,50. C'est un exploit remarquable qui montre que l'âge n'est pas un obstacle pour atteindre l'excellence. Je voudrais également remercier nos partenaires qui ont rendu possible cet événement. Nous remercions notamment Zamani Telecom, à qui nous n'avons pas eu besoin d'amener une lettre de demande d'appui et qui ont décidé quand même d'accompagner l'initiative. Les établissements Bagui Daouda, Nouro Market, AMK Tex, El Haji Ibrahim Bonkane, Nita Transfert d'argent,
Alimentation Yahouza, Madame Mokhtar Haji Amari. Également plusieurs anonymes qui ont préféré rester dans l'ombre. Votre générosité et votre soutien sont les piliers de notre succès. Enfin, je voudrais dire à nos lauréates que vous êtes des modèles pour vos camarades et pour la communauté entière. Continuez à étudier et à mémoriser le Saint-Coran et n'oubliez jamais que la connaissance et la foi sont les clés du succès. La cérémonie de remise de prix a été l'occasion de célébrer la foi et le savoir des lauréates. Les participantes ont été encouragées à poursuivre leur étude et leur mémorisation du Saint-Coran qui sont les clés du succès et de la réussite. Bien que la société tente de préserver les mœurs par des règles tacites et des lois strictes, la réalité du terrain est alarmante. Les violences basées sur les genres ne se limitent pas aux agressions physiques. Elles s'immiscent dans le quotidien sous des formes insidieuses. Harcèlement, dénigrement, diffamation ou critiques acerbes visant à briser l'individu. Si les statistiques pointent majoritairement vers les femmes et les jeunes filles, les hommes ne sont plus épargnés par la violence psychologique, tout comme les personnes vivant avec un handicap, souvent cibles de marginalisation. Ce sont autant d'actes antisociaux qui, malgré la censure législative, persistent dans l'obscurité des foyers et des lieux publics. Face à cette urgence, l'engagement de la société civile est crucial. L'ONG Femmes et Enfants Victimes de violences familiales s'est imposée comme un pilier de cette lutte depuis plus de 20 ans. Selon son directeur de programme, l'heure n'est plus au simple constat, mais à l'action ciblée. Violence basée sur le genre, c'est tout acte de violence perpétré sur une personne du fait de son genre. C'est-à-dire qu'on se base sur le genre pour perpétrer une violence contre quelqu'un. Ça peut être la femme, ça peut être l'homme, ça peut être l'enfant, ça peut être les personnes handicapées, ça peut être les personnes âgées. Donc, tout acte qu'on peut perpétrer contre une personne en se basant sur le genre de la personne, sur certaines considérations sociales, basées sur le genre. Donc, dans le cadre de VBG, il y a eu une classification qui avait fait sortir 6 types de violences. Donc, d'abord, il y a le viol, et en premier, en deuxième, il y a les agressions sexuelles, et nous avons aussi les agressions physiques, et nous avons le mariage forcé, et nous avons le déni de ressources d'opportunités et de services, et aussi nous avons les violences psychologiques et émotionnelles. Voilà les 6 types. Quelle que soit la nature de la violence, on peut la classifier dans un des types. Et selon les statistiques que nous avons à notre possession, les femmes sont les plus touchées. Et aussi les filles. Même parmi les femmes, les filles. L'homme, dans certains endroits, pourrait se défendre. Et dans certaines situations aussi, c'est l'homme qui se met en position de patron, si je peux le dire, que ce soit dans le milieu conjugal et sur le plan du travail. La plupart des temps, vous allez voir que c'est l'homme qui occupe une situation supérieure à celle de la femme. Donc, il essaie d'en abuser. Et ça nous amène dans des situations de violence. Cependant, malgré la multiplication des interventions, le chemin vers l'éradication totale reste long. Le constat du directeur du programme est sans appel. Le travail isolé ne suffit plus. Pour espérer un changement de paradigme, il est impératif de mutualiser les forces. SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales, c'est une structure qui a été créée depuis 1998. Et nous sommes une des rares ONG qui est spécialisée dans le domaine des VBG. Parce que, à l'épreuve des faits aujourd'hui, vous allez constater que la plupart des ONG veulent abonder dans le domaine des VBG. Alors qu'au départ, en tout cas, ni de par leur statut, ni de par leur plan d'action, vous ne verrez qu'ils sont spécialisés dans cela. Mais comme s'il y a des financements à rechercher,
Maintenant, tout le monde veut faire des VBG. Mais nous, SOS, nous sommes spécialisés là-dedans et nous sommes restés dans les VBG depuis la création de cette structure. Et c'est ça qui nous porte et qui nous met en situation de ONG pionnière aujourd'hui au Niger. SOS travaille sur un certain nombre de dimensions, notamment la première dimension d'intervention de SOS, d'abord c'est la prévention. Parce que quel que soit ce qu'on fait, la prévention elle est toujours importante. SOS fait la prévention. SOS aussi fait la réponse. Donc quand prévenir n'arrive pas à arranger, maintenant il faut répondre. La réponse c'est quand il y a des situations de violence qui sont là, il faut les gérer. Donc nous avons un mécanisme et nous avons un dispositif qui nous permet donc d'assurer la gestion efficace et efficiente des cas de VBG que nous recevons. Et nous avons des spécialistes, notamment des juristes, des psychologues, des agents de santé, donc des animatrices, en tout cas, on a tous les experts dont on a besoin pour animer un centre de prise en charge holistique des VBG. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La troisième dimension aussi, il y a une dimension qui est importante, c'est le renforcement des capacités. La dernière dimension, c'est l'aspect plaidoyer. Nous faisons des plaidoyers, que ce soit au niveau communautaire, pour changer les normes, certaines normes sociales. L'appel que je lance, c'est à 3 niveaux. D'abord au niveau de nous-mêmes ONG, donc de créer une synergie autour de nous pour que nous puissions vraiment avoir les résultats que nous, voilà, la mutualisation. Et aussi surtout que la franchise, quand on sait qu'on ne peut pas ou bien on ne sait pas, c'est vraiment de passer le relais, ou bien quand on atteint ses limites, donner le relais à une autre qui peut continuer le combat. C'est comme ça la lutte contre les VBG. L'autre appel, c'est à l'endroit de la société, pour plus en tout cas de compréhension, donc entre les familles, entre les couples et dans la société tout entière pour que les violences puissent être combattues. L'éradication des violences basées sur le genre n'est pas seulement une question de justice, c'est le socle indispensable d'une société véritablement épanouie. Le silence est le meilleur allié de la violence. Le rompre est le premier pas vers la guérison collective. Amélie Vizari a toujours eu la tête dans les étoiles comme ses ancêtres, les San d'Afrique australe. Aujourd'hui, âgée de 24 ans, elle initie les élèves de la région et les visiteurs à la manière dont les San, peuple autochtone, lisaient le ciel nocturne et les guide en astronomie. L'objectif, c'est de partager les histoires indigènes que les San racontaient sur le ciel et le cosmos et d'en faire une vraie expérience pour les touristes. Amélie vit à Carnarvon, une petite ville isolée au cœur du désert du Karoo. Son climat aride et ses vastes étendues en ont fait depuis des millénaires un territoire inhospitalier. Mais ces conditions hostiles limitent aussi la pollution lumineuse ou électronique. C'est un véritable paradis pour observer les étoiles. La région a été choisie pour accueillir le plus grand projet de radiotélescope au monde, le SKA, capable de capter des signaux datant de tout premier instant de l'univers. Et pour ce territoire longtemps délaissé, l'opportunité n'est pas seulement économique. Il pourrait aussi au passage contribuer à redonner vie à un écosystème fragilisé. Une zone de 135 000 hectares autour est protégée depuis 2020. C'est le parc national Meerkat, situé à environ 90 km de Carnarvon. Il a été conçu pour protéger les instruments astronomiques, pas pour le tourisme. Mais son statut particulier permet désormais à des écologues et des chercheurs de restaurer peu à peu cet environnement fragilisé par des siècles d'élevage et de surpâturage. Vernon Calette est botaniste. Il étudie la population d'arbres acacois présents dans le parc. Ces succulentes emblématiques poussent naturellement en Afrique du Sud et en Namibie. Comme de nombreux arbres ici, beaucoup ont été abîmés par les bêtes. These leaves are very tasty to animals. Les feuilles sont très appréciées par des animaux domestiques comme les moutons et les chèvres, surtout quand les plants sont encore jeunes.
Et souvent, l'animal a arraché et debout d'écorce pour atteindre l'humidité à l'intérieur. Afin de redonner vie à cet écosystème, le réseau sud-africain d'observation de l'environnement, auquel appartient Khaled, travaille main dans la main avec SANParks, l'autorité publique chargée de la gestion du parc. Autrefois, la zone abritait des rhinocéros noirs et plusieurs espèces d'antilopes. Aujourd'hui, les animaux y sont rares. Mais Hendrik Marga, le gestionnaire du parc, a d'ambitieux projets. On fait un suivi de la végétation pour savoir combien d'animaux on pourra réintroduire. On envisage de ramener l'oryx, le bubale rouge, le springbok, puis plus tard l'élan. On pourrait commencer les réintroductions dès juin ou juillet 2026. Depuis qu'il surveille la végétation et la faune grâce à des caméras dissimulées, Marga a observé une hausse du nombre de koudous et de springboks. La population d'oiseaux s'est également enrichie, notamment autour des petites mares. On a compté entre 18 et 22 couples reproducteurs d'aigles noirs dans le parc. C'est énorme et très encourageant pour les oiseaux et pour la biodiversité en général. Il y a environ 200 millions d'années, le Karoo était entièrement sous l'eau. Aujourd'hui, les sécheresses peuvent durer plus d'une décennie. À la fin du XVIIIe siècle, les colons européens y ont planté des espèces d'arbres exotiques qui ont bouleversé la nappe phréatique et accentué l'érosion des sols, entraînant une perte massive de biodiversité. Hendrik Marga et son équipe s'emploient donc à éliminer les espèces envahissantes, un travail qui prendra sûrement plusieurs décennies d'années. Mais il reste convaincu que l'écosystème pourra se rétablir, notamment grâce au projet SKA. Sans le projet, jamais ces 135 000 hectares n'auraient pas été placés sous protection. Le lien entre le développement, la biodiversité et la conservation est essentiel. D'un côté, on crée des emplois et on dynamise l'économie, de l'autre, on protège l'environnement. C'est un partenariat d'égal à égal qui fonctionne vraiment bien. Retour à Carnarvon, où Émilie Vizari a été formée grâce au financement de Sarao, l'organisme public qui supervise le SKA en Afrique du Sud. La jeune guide affirme que le projet transforme déjà sa communauté. Depuis que le SKA est là, beaucoup de jeunes ont pu quitter la ville pour étudier. Le projet a financé leurs études et certains sont revenus après leur formation pour travailler sur le site. Comme elle ne peut pas encore vivre uniquement de son activité de guide, Amélie travaille comme assistante au lycée de la localité. Dès qu'elle en a l'occasion, elle amène les élèves sur le terrain pour leur faire découvrir le savoir des saints sur les plantes médicinales et leur lien intime avec la nature. Ce soir, elle prépare un repas traditionnel pour la veille autour du feu. Beaucoup d'enfants viennent de foyers en difficulté. Alors je crois qu'ils apprécient vraiment le petit repas qu'ils peuvent recevoir ici quand c'est possible. Ici, sous la voûte céleste, la communauté se reconnecte aux traditions des saints. Danser et chanter lors des nuits de pleine lune ou de nouvelle lune était une manière d'invoquer la bienveillance de la nature. Ils voyaient la nature comme un bien à protéger, à préserver pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Le rêve d'un avenir meilleur d'Amélie prend forme au croisement entre l'héritage ancestral et les efforts actuels de protection de la nature sous les mêmes étoiles. La jeune entrepreneur Ndei Marie Aïda Yegen savait qu'il devait exister une meilleure solution, un moyen d'aider les agriculteurs.
Sa réponse, ces abris tout simples, capables de maintenir une température jusqu'à 10 degrés plus fraîche qu'à l'extérieur. De stockage-là, il a une capacité de 120 tonnes, plus de 2000 sacs sont stockés ici en période de récolte. Donc, vous pouvez stocker ici la pomme de terre entre 0 et 3 mois, voire 4 mois. Ces huttes bloquent les rayons du soleil et surtout la chaleur. Au Sénégal, pommes de terre et oignons poussent en abondance. Près de 80% des fruits et légumes du pays sont cultivés dans la région de Niayes, cette bande fertile qui s'étend entre Dakar et Saint-Louis. En 2025, la production d'oignons a même augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. Une récolte record, les pommes de terre ont connu elles aussi une bonne saison. Mais très vite, le marché s'est retrouvé saturé, une situation qui menace les revenus des agriculteurs, comme Serangelo. Par le passé, il nous est arrivé de produire sans trouver de clients. Les prix étaient parfois trop bas. Mais nous n'avions aucun endroit où stocker les produits. Si on laissait la production au soleil, elle est pourrissait. L'ingénieur Ibrahima Diagne soigne chaque détail du chantier. Quand la bulle est parfaitement centrée, la structure est bien verticale. La conception est simple, mais elle doit être réalisée avec soin, car ces huttes doivent résister plusieurs années. Cet ingénieur en génie civil a déjà construit 7 abris de ce type dans différentes régions du Sénégal. Sur le chantier, il nous montre comment un travail minutieux permet de bâtir un entrepôt à partir de déchets. La structure repose principalement sur des matériaux récupérés, vieux pneus, sacs usagés et bouteilles en plastique qui auraient autrement fini à la poubelle. À chaque fois qu'on met les pneus, on remplit avec du sable, on va utiliser un bâton. C'est ce bâton qui nous permet de stabiliser le sol. Après qu'on va mettre nos premiers rangées, c'est à partir de ce moment-là qu'on va utiliser les sacs et les bouteilles. Recycler les déchets pour en faire un matériau de construction est au cœur du projet. Cela permet non seulement de réduire la pollution, mais aussi de proposer des abris qui soient abordables. Les agriculteurs peuvent ainsi augmenter leurs revenus. Ici, les déchets sont une solution qui ouvre de nouvelles perspectives. Sous la surface calme et magnifique du lac Malawi se cache une toute autre réalité, des déchets plastiques et des débris. Depuis 2023, des plongeurs de Cape Maclear, menés par Félix Inosi, débarrassent le fond du lac de ces déchets plastiques 3 fois par semaine. Les déchets sous l'eau semblent inoffensifs, mais ils sont destructeurs. Quand les touristes viennent plonger avec leurs appareils pour voir les poissons, ils tombent sur des détritus. Ce n'est pas bon du tout. Et puis, les poissons mangent du plastique. Et cela touche aussi les humains, car nous mangeons du poisson. Avec ses plages tropicales, le 4e plus grand lac d'eau douce du monde est une destination touristique majeure. Les déchets récupérés par les plongeurs ne menacent pas seulement l'économie du Malawi. Ils portent aussi atteinte à l'écosystème du lac, y compris aux espèces endémiques d'eau douce. Le biologiste Kenneth McKay a observé les effets de la pollution de près. Les déchets peuvent finir dans les zones de reproduction ou dans les territoires des mâles. Cela complique la reproduction des poissons. Ils peuvent avaler non seulement du plastique entier, mais aussi des microplastiques. Et comme le plastique se dégrade dans le lac, les gens qui boivent cette eau absorbent aussi des microplastiques. En consommant du poisson contaminé, microplastiques et substances toxiques peuvent pénétrer dans le corps. Selon les spécialistes, cette exposition peut affecter les hormones, la reproduction et même le système immunitaire. En février 2025, le gouvernement malawite a officiellement interdit les plastiques fins, comme les emballages alimentaires et les sachets, mais les autorités ont parfois des difficultés à retrouver les fabricants. Certains ont déménagé leur centre de production. Là où nous avions interdit la fabrication, ils ne produisent plus, mais ils ont déplacé leur site ailleurs. La régulation et le suivi sont compliqués.
Une partie des déchets récupérés par les plongeurs de Cape Maclear est transformée en divers produits destinés à la vente. Nous collectons des déchets comme des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des sachets et des boîtes métalliques. Nous les utilisons pour fabriquer des objets artisanaux. Les efforts des plongeurs pour nettoyer le lac n'ont pas laissé la population indifférente. Quand l'équipe ramasse ces déchets dans l'eau, l'eau devient plus propre. Les poissons ne sont pas blessés ou tués par des plastiques et les bouteilles de verre. L'eau est plus hygiénique, donc c'est une très bonne initiative. Pour l'instant, le projet a lieu sur une zone réduite, mais l'espoir est qu'il inspire des actions de nettoyage dans tout le lac Malawi. De la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, 27.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.